le mètre, mouvement circulaire et uniforme, rend compte du mouvement des planètes dans le ciel. Et voilà celui qui va, finir triumvirat rapidement, Platon, Eudoxe et Aristote. Aristote disciple aussi de Platon, un précepteur d'Alexandre le Grand d'ailleurs, de Macédoine. Et Aristote, lui, c'est un grand philosophe, et lui, il va quand même plomber la science pour des milliers d'années. Enfin, en même temps, c'est un grand savant à son époque. Il n'y a pas trop quand vous lisez ses textes, on sent l'esprit, la recherche, c'est un grand scientifique pour l'époque. Même si des fois on entend des critiques un peu sévères à son encontre, mais quand même, sur l'époque, c'était un travail énorme. Il disait ce qu'il a fait, c'est une somme de réflexion et même des fois plein de bon sens. D'accord? Alors, par exemple, à son époque, déjà, pourquoi la Terre ne bouge pas? Alors qu'il y en a qui le disaient un peu. La Terre, elle pourrait tourner. Aristote fait partie de ceux qui pensent qu'elle ne peut pas tourner. Pourquoi? Plein de bon sens commun. Vous vous rendez compte, il savait calculer les vitesses, il savait à peu près la dimension de la Terre. Alors, très fiable, les livres les grands. Ils iraient à des centaines de kilomètres heure. On va actuellement à 800 km/h. Mais c'est pas possible, on sera éjecté dans le ciel, on sentirait quelque chose. Donc vous voyez, ils n'avaient pas ces notions-là, il leur manquait l'expérience, la science. Et moi, on fait plein de bon sens. Voilà, plein de bon sens. Et Aristote fait partie de cette école. La Terre ne peut pas bouger, elle est ronde, elle est au milieu du monde, comme Platon et Eudoxe le disaient. Et surtout, il va commencer à donner une épaisseur, une consistance à cette sphère. Il va essayer de leur donner une définition, une matérialité. Et donc, voilà, il va même imposer toute une physique sur cette sphère. Et il dit, il ne remet pas en cause. Hein. Par contre, il va rajouter là-dessus, mouvement circulaire uniforme, les sphères. Il va rajouter, lui, les principes de la physique. La physique, tout tombe au milieu de la Terre au centre. Elle attire tout, c'est la corruption même, c'est l'imperfection même. Tout a un poids, tout est corruptible, tout se transforme. Les hommes, nous dessus. Et bien sûr, au-dessus, plus on s'élève, plus on va vers le divin, plus on va vers la pureté, l'incorruptible, l'inchangeant. C'est vraiment des définitions extraordinaires qu'il donne. Et ces définitions, quand il les donne, en réalité, ça n'a rien. Il fait exciter des confrères, ça ne peut pas être chaud ni froid, par exemple. Ça, vous voyez, donc c'est un peu étrange. Donc. Voilà. Par contre, sa physique, c'est quoi? Au-dessus de la Terre au centre, l'eau, l'air et le feu. Les éléments de plus en plus légers. C'est là d'où viennent ces 4 éléments qu'on va retrouver aussi dans le nombre d'astrologie, par exemple, dans toute la symbolique ésotérique, on retrouve toujours ces 4 éléments. Ça vient d'une réflexion scientifique de l'époque, d'Aristote, qui va nous donner le monde comme ça. Et tout tombe au centre de la Terre, c'est comme petit au-dessus de la Lune. Alors là, vers la Lune, c'est fini, c'est parfait. Maintenant, comment, une question qui se pose déjà intéressante, c'est comment les planètes, elles se bougent à l'intérieur comment elles peuvent bouger à l'intérieur des sphères. Voilà, donc on se pose des questions là-dessus, il y a des débats intéressants. Le frottement, est-ce qu'il produit l'énergie qui fait briller la planète? C'est son intelligence que le démiurge quand il a créé le monde, qui est toujours éternel, d'après Aristote, qui ne disparaîtra jamais. Il a même été pratiquement incréé, il sera éternel et incréé pratiquement. Bizarre, étrange. Mais enfin voilà, c'est Aristote. Et lui, il va nous rajouter cette physique sur ce qu'on a déjà vu. Et je peux vous assurer que ça va être une lourdeur pour des siècles et des siècles, que tout le monde va patauger là-dedans, on verra après. Alors voilà le monde d'Aristote, il ne remet pas en cause les sphères, il leur donne même une consistance, il donne une physique dans laquelle on va pouvoir développer tout ça. Mais par contre, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui réfléchissent différemment, tant mieux, heureusement. C'est très important qu'il y ait des gens qui ne pensent pas tous la même chose et de manière différente, c'est très important, c'est très riche, comme ça que la vérité émerge, de vrai, de sens. Et donc Philolaos fait tourner la Terre, un pythagoricien typique, un drôle de monde il a inventé, mais déjà la Terre, il la met en mouvement, il n'hésite pas. Mais non, elle tourne. C'est pour ça que le ciel, on a l'impression que les étoiles tournent, c'est plus facile de faire tourner la Terre comme ça en plus petite, que toute une grande sphère très lointaine, très lourde, qui va être compliquée. Voilà des raisonnements comme ça, très pythagoriciens, mais réel, en fait, quand la Terre tombe vraiment sur elle-même. Héraclite de Pont, heureusement que Archimède a laissé des textes, sinon il serait passé à l'oubliette de l'histoire. Oui. Et il nous fait tourner Vénus et Mercure aussi autour du Soleil. Par contre, il met la Terre comme au milieu, mais par contre, autour du Soleil, il tourne déjà Mercure et Vénus. Ça aide à rendre compte du mouvement qu'ils avaient dans le ciel. Donc vous voyez, ils essayaient de donner des explications, ils critiquaient les sphères, et ils essayaient de rendre compte du monde. Aristarque de Samos, il suggère l'héliocentrisme, c'est vraiment extraordinaire. Lui, il a mis carrément le Soleil au milieu, il fait tourner la Terre comme une planète autour du Soleil. Bon, par contre, voilà, c'est pas passé. À l'époque, la pensée dominante, c'est pas ça. Donc, étouffé. Et pareil, s'il n'y a pas des doxographes et des personnes qui les citent pour les critiquer, ces gens-là, on les aurait pas. Parce que quand on retrouve les doxographes, parce qu'ils critiquaient ces gens-là, sur leur idée, pour les défendre les leurs, on retrouve des traces de ces philosophes, de ces personnes qui ont pensé différemment. Il y en avait, je comprends, mais certainement. Par contre, ceux-là ont émergé parce qu'ils ont été critiqués.
Alors, certains philosophes aussi commencent déjà à se poser des questions. Il y a ce célèbre tableau que vous voyez en bas à droite, en Allemagne. On voit cet homme qui arrive au bout du monde, cette sphère des étoiles qui devait fermer le monde, on ne savait pas encore à quelle distance elle était. Et si on allait là-bas, il y a des gens qui disaient, si on va là-bas, qu'on passe la tête à travers, qu'on démonte la sphère, qu'on va voir derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y avait déjà une vision d'aller plus loin, de se dépasser, tout ça. Donc c'est intéressant. On se posait des questions sur les comètes. Qu'est-ce que c'était? C'était près, bon ça va, t'as un peu de sphère, mais si c'est loin, ça traverse les sphères, bizarre. Alors Aristote, il a réglé le compte à toute la critique. Les comètes, elles sont dans l'atmosphère. Tranquille, il peut se poser la question, ça permettait d'expliquer les sphères. Voilà. Alors, tout le monde, tous ces philosophes ont réellement existé, ont essayé de voir le monde différemment. Et ils ne croyaient pas aux sphères, hein, surtout Aristote. Il y en a beaucoup qui ne croyaient pas aux sphères déjà, puisqu'ils les remettent en cause, et là on en a trouvé quelques-uns. Alors, des réponses pour expliquer les planètes dans les sphères, dans ces sphères qui comprimaient les planètes, qui les tenaient 33, 26, 33, etc. Et il y a des philosophes qui vont inventer des astuces pour expliquer comment rendre compte des mouvements, parce que les sphères, ça n'expliquait pas tout. Les planètes, Mars faisait des grandes boucles, ça n'allait pas dans les sphères. Et sinon, les sphères étaient trop épaisses par rapport aux autres, elles se percutaient, il y a des petits problèmes. Alors Apollonios, lui, il va inventer l'épicycle, autolytien et l'excentrique, et à l'aide de ces petits tricheries, on va dire, qui conservent le mouvement circulaire uniforme de Platon, on va rendre compte du mouvement des planètes. Mais pendant ce temps, pendant que tout ce système va se construire, que vous connaissez, l'épicycle, les ferrants, etc., et bien, il y a Ératosthène, lui, il mesure la Terre. Ça, c'est un moment important. Il mesure la Terre, et il mesure la Terre en Alexandrie à Sienne, avec des esclaves qui étaient partis, avec une équipe qui est partie 6000 km plus bas. Hein, il a pu mesurer le Soleil, vous connaissez l'histoire, il mesure la sphéricité de la Terre, son diamètre, sa circonférence, pas son diamètre, à quelques pourcents près, on a une idée de ce que c'est que la Terre maintenant. Et ça va servir de référence. Avec une échelle 1 Terre, on va dire, le Soleil a 60 fois le rayon terrestre, son diamètre, la Lune est en... On va commencer à mesurer que la trigo, faire des mesures angulaires, et commencer à donner une dimension. Tant qu'on n'avait pas cette mesure exacte, là, ça va donner un positionnement mathématique, physique concret. Et à partir de lui, on va commencer à comparer, à mesurer le monde par rapport à la Terre. Et là, ça va bousculer déjà certaines choses, parce que là, on va mettre alors les épicycles différents, voilà, hein, c'est des tricheries, etc., pour faire rendre compte du mouvement des planètes. Et là, ça discutait déjà dur. Parce que les premières sphères contenaient les planètes, elles étaient à l'intérieur. On va dire, pour faire simple, la pensée dominante, elles frottaient à l'intérieur, où elles avaient une âme, ça les faisait briller, et donc elles se déplaçaient là-dedans, bien coincées là-dedans. Là, avec les épicycles, quel est le point d'ancrage au centre qui va les faire tourner à l'intérieur? Elles tapent là, elles vont pas très... Comment elles sont contenues? Alors, ça posait des questions énormes, qui peuvent paraître futiles pour moi, mais pour eux qui étaient très scientifiques. Et ça, c'est pour eux, il y a beaucoup ces tricheries, rhoméosphères, d'autres les épicycles. Par contre, on va mesurer. Et quand on va mesurer, ça va donner des distances aux sphères importantes, et là, on va essayer on va leur donner une consistance, et une distance, et une épaisseur même, en fait, qu'ils vont leur donner. Alors, tout ça, ça va être compilé, finalisé, bien ficelé, et pour des siècles à venir, et c'est surtout Ptolémée, grand savant, pour l'époque, c'est un grand savant, c'est quelqu'un de formidable, parce qu'aujourd'hui, on va le critiquer avec une vision moderne, c'est facile. Mais à son époque, la travail qu'il a fait, compilation, je peux vous assurer, c'est un énorme travail. Par contre, il se détache un peu d'Aristote. On disait Ptolémée, il ne va pas donner une consistance aux sphères. Il ne va pas leur dire ce qu'on fait en matière cristalline, éthérée, les planètes, c'est pas par... Voilà, c'est pas... Il ne va pas discuter là-dessus, il les délaisse un peu tout ça. Par contre, il va s'attacher à rendre compte réellement, objectivement, mathématiquement, du déplacement des planètes. Il s'en moque de leur réalité des sphères. Ce qui compte, c'est de rendre compte le plus possible comment les planètes se déplacent et de les prévoir, faire des effets vérifiables. Voilà, donc il va fabriquer les outils, et tout avec déférent, épicycle, et surtout point et camp qu'il va inventer, une petite tricherie, hein, il va décaler le centre du monde par rapport à la Terre, il va essayer de rendre compte le plus réellement possible du mouvement des planètes. Pour que les astronomes, personne, c'est pas vraiment les astronomes comme nous, on les connaît aujourd'hui, les mathématiciens, comme on dirait, ou les astrologues dedans. Hein. Et donc, pour rendre compte du mouvement des planètes, faire un calcul. Et donc, c'est un outil fantastique pour l'époque, c'est une somme de connaissances très forte, très puissante. C'est pas un hasard s'il a marqué l'histoire. Par contre, il ne remet pas en cause les sphères, mais on parle pas, il s'en moque, parce qu'elles sont comme elles sont. Par contre, il ne les remet pas en cause, il fait que des mathématiques. Et à partir d'elle, il y a deux écoles. L'école des Ptolémées, qui va rendre compte mathématiquement du mouvement des planètes, c'est un outil. On s'en moque, on ne discute pas trop sur la réalité des sphères. Par contre, l'école aristotélicienne, elle s'attache plus, mathématiquement de côté, s'attache plus à la matérialité. Il faut garder ce principe des sphères épaisses, les mesurer, comprendre des planètes là-dedans. On s'en moque un peu des mathématiques, ce qui compte, c'est d'essayer de voir pourquoi ces sphères sont comme ça, et pas autrement.
Donc il y a deux écoles qui vont se fractionner là, à ce moment-là. C'est un moment charnière, à Alexandrie. Alors, Ptolémée, c'est pas Aristote. Il n'y a pas sa physique comme Aristote. Il l'aménage un peu, il la critique, il l'aménage, mais c'est pas Aristote. Et les deux écoles vont se retrouver, les mathématiciens et les naturalistes. Alors, ça va se retrouver tout au long de l'histoire. Alors, aujourd'hui, Alexandrie, quand on arrive à Alexandrie, qu'est-ce qu'on a? On a des petites tricheries mathématiques pour rencontrer des planètes, on a les sphères, on discute avec des écoles qui discutent, qui chipotent là-dessus, mais qui nous paraissent futiles aujourd'hui. Ça nous fait sourire aujourd'hui, la vision moderne. Mais en tout cas, ils ont fait le monde, ils l'ont bloqué, ils l'ont figé dans des sphères. À cette époque-là, on est prisonnier des sphères. Et on est prisonnier de ces sphères, je vais regarder si c'est le temps des philosophes, donc, c'est le premier temps, c'est la naissance des sphères, elles sont nées là, elles ont été figées, leurs grands principes sont là. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien qu'il y a un moment important là aussi, c'est Archimède dans l'Arénaire, qui nous dit qu'on pouvait mesurer la distance entre... Parce que là, maintenant, on peut mettre des distances. On a la Terre. On mesurait par éloignement Soleil, Lune, d'autres planètes délicates. Par contre, on essayait maintenant de donner des distances, parce qu'on avait une référence. Et Archimède, il nous rappelle une chose étrange. Il nous dit qu'on a déjà mesuré le monde. On ne dit pas comment, mais pourquoi, comment ils auraient fait. Et il reprend l'idée d'un grec avant lui, un peu plus long, peu importe, Aristarque, contre Samos. Et il dit voilà, si on prend un enclume, et qu'on est vers le dôme des fixes, on lâche l'enclume, 7 jours, 7 nuits, une semaine, touche la Terre. C'est même pas la distance Terre-Lune. Vous imaginez, leur monde, il était petit quand même. Hein. Quand on regarde l'autre aujourd'hui, c'est petit comme monde. Enfin, les sphères n'étaient pas si loin que ça. Là, le monde à l'époque, il y a 2300 ans, on est enfermé dans une sphère qui domine les autres. On discutait sur comment se transmet le mouvement. Si le monde, ce Dieu qui est mieux qui crée le monde, il a fait tourner la sphère des fixes, comment ce mouvement se transmet. Là, on peut discuter et chipoter sur comment ça se transmet, chipoter sur les planètes, comment elles sont dedans, elles ont une arme ou pas. Là, ça discutait, ça du temps, de la salive, des écrits, pour ça. Pour nous, c'est futile, mais pas pour eux. Et donc, en tout cas, on a une dimension du monde à peu près, on est figé là-dedans, c'est le temps des philosophes, ça y est, c'est figé, la grande base est là. Elles ont été créées, elles sont même passées dans le réel. Elles sont passées dans le réel. Et on trouve des critiques super sympas, j'adore, parce que Cléomètre, qui remet en cause déjà à cette époque, au premier siècle, il dit mais il faut arrêter, c'est peut-être trompeux tout ça, c'est peut-être même qu'elles n'existent pas les sphères, il faut arrêter de les imposer comme une réalité, d'où ça vient cette réalité. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont ignorés de l'histoire à cette époque, et qui raisonnaient très très bien, qui essayaient de travailler dans d'autres voies. Hein, voilà. Donc la science, vous voyez, c'est un espace de liberté. On peut investir. Alors, voilà, j'espère que vous avez lu. Hein. Et ce qui compte, c'est de savoir que c'est vraiment là qu'il y a eu un basculement dans le réel. C'est rentré dans le réel. Et pourtant, elles ne sont pas là. Elles n'ont jamais existé, ces sphères. Personne ne les a lues. Et le temps va faire son effet. On va reprendre que les textes. On va oublier comment ces textes sont apparus, qui les a faits, dans quel contexte ils les ont faits. Et là, on va se retrouver avec une chape de plomb sur notre tête, un monde clos, on est enfermé dedans. On subit toutes sortes de volontés, de choses, et ça va durer. Et ça va durer des siècles et des siècles. Et il y a une période qu'on pourrait survoler rapidement qui est intéressante, c'est la période arabo-andalouse, musulmane, où les astronomes musulmans arabes, enfin c'est l'époque des arabes, c'est musulmans à l'époque déjà, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont conquérir le monde. Ils ont le Coran, on leur dit qu'il faut étudier. Hein, faut pas oublier qu'il y a des magnifiques phrases là, sur le prophète qui dit qu'il faut étudier. Hein, il préférait d'ailleurs l'encre des savants au sang des martyrs. Il l'a lui-même dit. Hein. Il faudrait souvent le rappeler, ce serait bien pour certains. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à travailler pour préparer les calendriers, pour préparer comment calculer le ramadan à l'autre bout du monde avec cet empire maintenant, comment faire. Voilà, il faut faire de l'astronomie. Il faut faire de l'astronomie, on va traduire tous les Grecs qui ont été. Tous les ouvrages qui ont été sauvés à Alexandrie. Les derniers ont été sauvés par Hypatie, vous devez connaître Hypatie d'Alexandrie. Il y a quelques-uns après elle aussi encore. Heureusement, sinon ils auraient tous passé à la trappe, aux oubliettes. Il y a des copies de faites pour d'autres bibliothèques, heureusement. Mais on a perdu un énorme savoir. Et c'est plutôt les chrétiens, les premiers chrétiens qui ont fait les dégâts. Hein, les musulmans ont sauvé ce qui restait, ils ont compilé, traduit, amplifié. Heureusement pour nous à la Renaissance, pour faire évoluer les sciences. Ils ont été détenteurs de ce savoir, ils l'ont fait évoluer. On peut retrouver des textes magnifiques. Et pas vous soufflez, vous regardez sa constellation d'Andromède, il dessinait la galaxie à côté avec ses yeux. Il n'y a pas de télescope, le gars. Hein. Donc c'est un observateur immense. Voilà. Et puis surtout, à ce moment-là, va naître un rapport entre les sphères et l'être humain. Il va y avoir toute une invention, chez les soufistes surtout. Vous avez une invention, aujourd'hui on retrouve dans l'astrologie corps et les astres, on le sent.
chaque partie du corps attachée à un endroit du zodiaque, vous avez compris, avec les planètes qui bougent dedans. Mais ça vient de cette époque, ça vient de mettre en relation les influences du ciel, ces sphères. Vous avez une norme, les planètes, vous avez retrouvé des textes d'Aristote et de ses disciples. Donc, les normes, sensibilité, c'est l'astrologie, plus ou moins. Donc ça injectait ces influences sur Terre et on recevait ces influences sur vous étiez nés. Donc il y a un rapport entre l'être humain et ces sphères. On retrouve ça dans beaucoup de livres d'astromédecine. Et ça vient de cette époque, période musulmane, arabe. Mais voilà, donc les influences venaient des sphères, des planètes contenues à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on avait là? Ils ont fait progresser les sciences, ils n'ont pas remis en cause les sphères. Ils ont intégré toute cette mathématique ptoléméenne et physique à ceux qui ont incorporé. Par contre, eux, ils se sont bagarrés comme les derniers philosophes, mathématiciens et naturalistes. Ptoléméens, aristotéliens, des grandes bagarres, des dépenses d'énergie à discuter sur des futilités pour vous aujourd'hui. Par contre, il y avait déjà ces deux écoles. Hein. Alors, vous pouvez les voir, un des plus célèbres, hein, Ibn Rushd, Averroès, Ibn Rushd marocain, hein, l'université de Marrakech d'ailleurs, son nom. Vous avez, ce sont des grands astronomes qui ont marqué et qui ont sauvé toute une culture, qui l'ont amplifiée, et qu'on va retrouver à la Renaissance, avec courants différents, un vers l'Italie et un autre par le sud, la Catalogne. Et donc on retrouve des montées de savoir qui vont arriver dans cette Europe moyenâgeuse, féodale, mais qui n'est pas aussi obscure qu'on veut bien le dire. Parce que si on la regarde globalement, nettement socialement, c'est vrai que par contre il y a une expansion des villes, avec une augmentation de la population. Il y a eu des inventions magnifiques aussi, c'est pas si obscur que ça. Par contre, c'est vrai qu'on était déconnecté, une déconnexion par rapport au monde céleste. Pourquoi? Le monde est divin, il est figé, c'est surtout saint Thomas d'Aquin et Albert Legrand qui vont faire, qui vont incorporer toute cette physique d'Aristote de Ptolémée, héritée des Grecs par la transmission arabe et juive, andalouse. Donc ils vont se retrouver avec une théologie, ils vont l'incorporer à la théologie, ces deux-là, et ça va faire une grosse chape. Ça va faire une grosse chape de. C'est vraiment le temps des théologiens, on ne va plus la remettre en cause en Occident. D'ailleurs, on ne va pas étudier le ciel. On ne va pas lever la tête pour aller voir ce qui s'y passe. C'est parfait, incorruptible, ça ne sera jamais rien. Tout s'explique avec l'Aristote et Ptolémée, ça ne se passera rien. On n'observe pas. On observe, mais on s'en moque. Ça doit être dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui explose, qui brille. Voilà. Donc on ne regarde pas le ciel, on est purement dans la théologie, et là, il y a une sphère qui va être inventée, la dernière invention des sphères, c'est la sphère théologique. Elle existera pour eux. Ils vont inventer au-delà des étoiles une sphère théologique, purement divine, spirituelle, le moteur du monde divin. C'est là que Dieu va mettre en mouvement le monde, il va l'injecter à la sphère des fixes. Voilà, ils l'ont rajouté purement théologique. L'Empiré, c'est son nom. Voilà. Alors, ça vient de ces gens-là, comme saint Thomas d'Aquin, bien le grand, qui vont donc introduire toutes ces physiques, cette mathématique, dans la théologie chrétienne occidentale. Alors, ce sont des grands penseurs, hein, mais en tout cas, ils vont nous injecter cette ancienneté qui va encore perdurer. Voilà, on a encore des dômes au-dessus de notre tête, toujours. Alors, voilà ce que ça donnait, le monde à l'époque, hein, voilà comment on voyait, et bien sûr l'Empiré maintenant, avec des moteurs, on peut discuter sur les moteurs. Hein. À cette époque, on voit déjà des mondes du Dieu, du divin. On peut voir des représentations théologiques assez intéressantes, où on voit Dieu qui regarde le monde, on ne voit pas Dieu. Par contre, on voit son travail, son œuvre. On voit la sphère, le pôle nord au-dessus de l'axe, et l'étoile polaire au-dessus de l'axe, des poulies, des fois il y en a pas, des fois il y en a, pour la mécanique, et c'est les anges qui sont là. Alors, on va discuter de ces gens, c'est des séraphins, etc., on a des noms, et c'est eux qui font tourner le monde. Parce que Dieu aime les hommes, ils ne veulent pas qu'ils perdent la mesure du temps, la vie. Donc ils faisaient tourner le monde, ils se relayaient là-haut. Donc c'est marrant, c'est futile, mais ça correspond à une réalité pour eux. Donc c'est intéressant de savoir que ces sphères étaient bien là. Alors la religion les impose. Alors vous pouvez penser que là, elles sont devenues ultra réelles, on ne peut pas les remettre en cause. Et les remettre en cause, c'est remettre en cause une théologie en même temps. Une théologie, une foi. Alors, ça peut être très dangereux. Voilà, vous pouvez expliquer avec les mathématiques ce que vous voulez. Par contre, touchez pas l'Empiré, le monde comme il est fait maintenant, plus touché. Là, on peut discuter quand même de relation à la Terre. Alors, le monde, comment il va changer là-bas? C'est un premier coup de canif, on va dire. Un écaillement dans le globe. C'est Copernic quand même. Quand il va commencer à poser l'héliocentrisme comme mouvement, comme représentation du monde, il dit ça va aider à comprendre le monde, il ne va pas remettre en cause le cycle, il est différent, il garde les sphères célestes, ça va, c'est un conservateur ce côté-là. Par contre, il est révolutionnaire, il met le soleil au centre, ça rencontre du monde des planètes, il est très mathématicien quand il fait ça, on va dire ptoléméen. Par contre, il est aussi aristotélicien, et il est dans les deux mondes, et il mesure le monde, et souvent quand on a des historiens qui vont dire
il a mis un monde fini, il a mis un dôme des fixes à la fin. Quand on lit bien, il n'a jamais dit qu'il y avait un dôme des fixes. Il a dit qu'on ne peut pas mesurer son épaisseur. Donc il y a une épaisseur pour lui, mais il ne peut pas le mesurer. C'est peut-être même une notion déjà de dire, c'est immense là, de le dire à sa manière. Et Copernic, il fait une révolution, avec le Soleil au centre. La Terre devient une planète, tourne sur elle-même, sans rendre compte du mouvement. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi avec lui, il faut bien le définir comme ça, c'est un conservateur et un révolutionnaire. Il est à l'époque charnière, c'est lui qui va faire la cassure. C'est pas un hasard si dans l'histoire, l'historien va placer, on va dire, quand on le regarde, c'est pas si révolutionnaire que ça. Mais rien que le fait d'avoir fait ça, eh ben, il va faire une fracture, il est vraiment dans son monde, il synthétise tout, les aristotéliciens, les physiciens, les mathématiciens, il synthétise tout ça, et il est moderne en même temps. Il va faire une cassure en créant ce système. Il fait une cassure parce que là, la sphère, des planètes, elle tamponne celle des autres, là-bas, la Lune, elle va tamponner l'autre. Ça se touche, comment elle fait pour traverser? On se pose des questions. Il y a un endroit, parce qu'il y en a qui vont réagir à ce système, c'est pour ça qu'il est moderne, c'est pour ça qu'il introduit une révolution. Tycho, je ne sais pas pourquoi il y a ça, on va y passer. Tycho, lui, quand il va venir là, il va dire non, Copernic, c'est révolutionnaire, c'est pas bon. Il va déclencher toute une réaction, Copernic, pourquoi? Tycho dit non, il se trompe. Il va reprendre le système, il met le Soleil comme une planète autour de la Terre, en troisième, qui fait tourner Mercure et Vénus autour. En deuxième. Voilà. Après, il y en a qui se disent, bah non, ça ne va pas, ça tamponne les cercles, ça tamponne les sphères. Là, on commence à discuter, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça à cause de Copernic. Donc vous voyez, c'est quand même un marqueur, il faut bien le garder comme ça. Alors là, vous avez une représentation de Tycho qui réagit à Copernic. Et lui, Tycho, il fait une observation, c'est vraiment un gros coup de canif. Deux observations, des comètes et une supernova. Parce que là, on commence à se questionner, et puis il y a une supernova qui est magnifique. Lui, il observe, il a des instruments, Tycho Brahe, des instruments pas d'optique, mesure angulaire. Et il va voir cette supernova qui explose dans le ciel.